La Web TV de l'Africa CEO Forum nous permet d'être avec vous, bien entendu, mais aussi avec nos invités qui, tour à tour, viennent s'installer ici dans notre bulle magique, notre bulle médiatique, pour vous rejoindre et partager justement ces instants. Deux invités de choix de jeunes CEO dynamiques, disrupteurs, par leurs entreprises, mais aussi par leur façon de gérer leur business. Soyons galants et commençons par Moulay. On va commencer par Koura Karine Sen. On va s'appeler par les prénoms, c'est ça? Oui. On se tutoie, on disrupte tout. On se Exactement. tutoie. Moulay, merci d'être là, merci d'être avec nous. Moulay, donc Tabouret, CEO de Anka. Et nous avons bien entendu notre Regional Director of Wave Mobile Money. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Première impression déjà sur ces 2 jours du Africa CEO Forum, Koura, depuis ton regard, ça donne quoi? De bonnes rencontres? Oui, merci beaucoup. Bonjour Eric, bonjour à tous les téléspectateurs en ligne. Donc oui, première impression, c'est la 2e fois que je participe à l'Africa CEO Forum et c'est toujours une belle occasion de rencontrer beaucoup de monde qui viennent d'un peu partout dans le monde, y compris des États-Unis, et de conclure des affaires. Voilà, et de communiquer. De communiquer, de conclure des affaires. Moulay, je t'ai appelé Moulay parce que j'ai un ami qui s'appelle Moulay. C'est Moulay qu'on dit? C'est Moulay, pas de souci. Moulay, ok. Moulay ou Aïe? Aïe, c'est plus simple. Moulay, ok, autant pour moi. Ouais. C'est pas ta première participation au Africa CEO Forum? Non, c'est ma 2e aussi. Je pense que ça y est, c'est depuis l'année dernière que les startups, on a une petite place installée. Bon, on nous invite, c'est déjà ça. C'est une belle place, important parce que justement les générations se croisent et s'imposent au fur et à mesure. Exactement. Et c'est vrai que c'est la première fois, c'est assez intimidant parce qu'on ne sait pas qui est qui. Je pense que le fait d'avoir des badges qui dit qui est qui, ça peut paraître un peu banal, mais ça aide un peu à savoir à qui on s'adresse et potentiellement à reconnaître des gens qu'on a vu que des fois de nom, on ne sait même pas à quoi ils ressemblent. Donc très intéressant, je trouve. Important effectivement de rencontrer qui est qui fait quoi, comment on fait les choses. C'est aussi ça qui est intéressant pour nous de savoir, et j'ai envie de me tourner vers toi sur ce que Wave a provoqué comme bouleversement sur la scène tech panafricaine du mobile money. Est-ce que tu penses donc que cette réussite est un petit peu due aussi un petit peu à son originalité américaine de ce modèle-là de faire les affaires? Alors moi je dirais que la réussite de Wave est surtout due à notre approche user-centrique. Ça veut dire que le modèle de Wave a été vraiment construit autour de l'utilisateur, le client final. Parce que ce que nous recherchons, notre mission, c'est vraiment l'inclusion financière et sociale de nos clients. Donc la réussite de Wave, et pour cela en fait il y a aussi une grande diversité des équipes. C'est vrai que Wave est d'origine américaine, le groupe Wave se trouve aux États-Unis, mais aujourd'hui nous sommes 2000 collaborateurs un peu partout dans le monde, dont 650 en Côte d'Ivoire, plus de 850 au Sénégal et dans d'autres pays d'Afrique. Des profils très différents. Et à Wave, nous avons des valeurs qui permettent la communication directe. Et c'est pour ça que je vous ai demandé de m'appeler. Je t'ai demandé, Oui. je peux même te tutoyer. J'avais commencé, Madame Senali, calme-toi, tutoie-moi. Exactement. Donc une communication directe qui permet de recueillir les feedbacks, que ce soit des staffs ou des clients. Donc vraiment, je dirais que la réussite de Wave, c'est d'abord l'approche user-centrique, que veut le client, mais également l'ouverture vers les partenariats. Pour réussir, Wave arrive et doit nouer des partenariats stratégiques avec les acteurs déjà existants, les banques. Parfois, les gens nous posent des questions en nous présentant comme une menace pour les banques, alors que nous sommes un complément pour les banques. Nous allons là où les banques ne peuvent pas aller. Je rappelle le taux de bancarisation, bloqué à 20%, et avec le mobile money, on monte. On est aujourd'hui à plus de 42% en Afrique. Le taux de bancarisation est très élevé aujourd'hui au Sénégal et je peux dire que c'est beaucoup dû à l'impact de Wave, en Côte d'Ivoire également. Donc partenariat avec les banques, complémentarité, mais aussi un autre partenaire stratégique sont les sociétés de télécommunications, sans lesquelles nous ne pouvons pas opérer. Je rappelle que nous offrons des services financiers basés sur le mobile. Donc avant le lancement de la première transaction Wave, il faut un partenariat avec une société de télécommunications. Partenariat avec des acteurs du réseau. Sans nos 30 000 agents répartis entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire et aussi dans d'autres pays, nous ne pouvons pas fonctionner. Voilà, vraiment c'est cette approche d'intégration qu'on a, d'écoute des besoins. Et je rappelle, c'est vrai que le groupe Wave Mobile Money américain, mais le produit a été développé par des Sénégalais et des Ivoiriens. Au Sénégal, sur les quais de pêche, dans les marchés, il est né là-bas.
Le produit Wave est né sur les quais de pêche et dans les marchés du Sénégal. Et tu tiens à le rappeler justement. Voilà, et les besoins des Ivoiriens, des Burkinabés, des Maliens sont les mêmes besoins que les besoins des Sénégalais parce que nous sommes tous des Africains et je dirais même des Ouest-Africains. Donc voilà, c'est tout aussi préciser ça, clarifier aussi. On parlera là d'investissement. Comment tu expliques ce faible taux encore d'investissement de capitaux qui proviennent de l'Afrique dans les startups, et ça me permettra de faire le lien avec Moulay tout à l'heure. Alors, l'Afrique a un grand potentiel d'investissement et pourtant c'est vrai qu'on constate un faible taux de capitaux provenant de l'Afrique. Moi je pense que c'est dû au capital risque, à la maturité, mais alors qu'en fait il reste encore à améliorer l'attractivité des affaires en Afrique, même si des progrès ont été faits. Je veux vraiment citer les incubateurs qui sont là. Aujourd'hui, il y a vraiment des initiatives très remarquables sur l'incubation, pour les startups. Je veux citer Partech Afrique, le rapport de Partech Afrique qui dit que le taux d'amorçage, le taux des transactions moyennes d'amorçage des startups africaines a progressé de 12%. Donc il y a des progrès, il reste encore beaucoup à faire. À Wave, c'est vrai que nous avons un fort taux de représentativité d'investissement américain, mais nous avons aussi Partech Africa qui est un investisseur et nous comptons augmenter cette part d'investisseurs africains et je pense que c'est possible. C'est possible, il faut juste encore travailler beaucoup plus sur l'attractivité de nos marchés, rassurer encore beaucoup plus. Alors ça me permet justement d'aller du côté de Moulay. Je ne sais pas si sa plateforme de e-commerce est plus connue que lui, parce qu'effectivement, son personal branding est tout aussi important, mais il a raison parce qu'il a levé en tout cas le record de levée de fonds. On pourrait rappeler ce chiffre faramineux. C'était 6 millions, mais c'était avant ça. C'était avant qu'il y en ait d'autres qui lèvent plus. Même. Ben oui, avant de s'échauffer. Mais là, encore une fois, on est en train de se poser la question, les choses bougent, bougent lentement, mais elles bougent quand même. Oui, et ça va. Ça permet de changer aussi de plateforme et de grandir. Là, je te pose la question, pourquoi tu es allé vers une transition de Afrikea à Anka? Ça peut être aussi intéressant de pouvoir en fait, tout simplement, clarifier cette dynamique et cette expansion-là. Parce qu'en fait, tout simplement, notre mission s'est élargie. Nous, notre mission a toujours été de permettre à l'Afrique de rappelle pour ceux s'exporter. Peux-tu rappeler d'abord ce que c'est que Anka et Anka. Alors, Afrikea était initialement, donc c'est la plus grande marketplace de produits inspirés par l'Afrique, mode, art, artisanat, mais aussi gastronomie et beauté. Donc tous les produits qui peuvent être inspirés par l'Afrique, qui sont vendus de façon globale dans le monde. Anka, en fait, c'est un ensemble de services plus large, parce que Afrikea, ce n'est que la plateforme, la marketplace. Mais aujourd'hui, on permet aux vendeurs de faire par exemple des services de shipping pour leur vendre sur la marketplace, mais leur vendre sur WhatsApp, leur vendre sur Instagram, leur vendre sur les groupes Facebook, partout où ils vendent. Ils peuvent utiliser nos services de shipping et nos services de paiement. Donc c'est ça la mission de Anka. En fait, Afrikea n'est qu'un des 5 services que Anka offre. Et en fait, tout simplement, aujourd'hui, plus de 75% de notre chiffre d'affaires est sur les services hors de la marketplace Afrikea. Donc c'était évident qu'on ne pouvait pas garder juste un nom de marketplace, parce qu'en plus on était connu pour ça quand on faisait beaucoup plus. En plus, il nous fallait un nom qui soit un peu plus prononçable par les anglophones, parce que Afrikea, entre francophones, on aime bien, ça glisse mais les autres, ça ne glisse pas comme ça. Il faut quelque chose de plus court. Et Anka, ça nous permettait aussi de remettre un peu au cœur de notre mission, parce que Anka, ça veut dire en Djoula, notre. Donc Anka Shipping, c'est notre shipping. Anka Marketplace, c'est notre marketplace. Donc notre mission est vraiment de construire quelque chose pour les Africains, mais orienté vers le monde. Parce que c'est ce qui est assez rare, assez souvent, c'est que très peu de solutions, et c'est notre distinction par rapport à beaucoup, c'est qu'on permet aux gens d'exporter. Et aujourd'hui, on a fait un peu plus de 50 millions de dollars de transactions dans 175 pays. Donc c'est assez rare, effectivement, pour être souligné. Et la mission pour nous, c'est de continuer à le faire partout où les gens ont besoin de vendre, pas juste sur notre marketplace. Effectivement. Quels sont les challenges que l'on rencontre aujourd'hui justement avec ces dynamiques-là sur le projet Anka, par exemple? Oh, beaucoup de choses. Forcément, bon, sur le paiement, nous, on a le sujet que beaucoup de gens, par exemple, pensent que PayPal est évidemment la solution de base, mais on ne peut pas retirer de l'argent de PayPal quand on est en Afrique. Encore moins dire, j'ai vendu sur PayPal, je vais retirer sur Wave. Impossible. Alors que nous, notre mission, c'est ça. C'est Anka permet à un vendeur, n'importe où en Afrique, de dire, j'envoie un lien à quelqu'un, il me paye par PayPal, il me paye par carte, ce qu'il veut. Et après, la personne, si elle est basée au Sénégal, par exemple, veut retirer l'argent sur Wave, nous, on lui permet de retirer sur une méthode de paiement africaine. Donc, rien que ça, en soi, ça demande beaucoup de contrôle parce qu'évidemment, il y a toutes les notions de currency à gérer, des monnaies différentes. Et derrière, tout ce qui est gérer ce float de différentes monnaies dans différents sujets parce que nos vendeurs
sont dans 46 pays africains. Donc on a des vendeurs dans toute l'Afrique. Et forcément, ça demande beaucoup de flexibilité et d'agilité pour pouvoir concilier toutes les contraintes de chacun des pays. Alors, dans tout ça, on a un thème central Ouais. qu'on a mis dans cette édition du Africa CEO Forum, qui s'impose à l'agenda, c'est les crises. Les polycrises multiples, elles sont hors continent, elles sont aussi localement ici présentes sur le continent africain. Et justement, dans ce contexte de polycrise mondiale, est-ce que pour vous, chez Wave, c'est une sorte d'opportunité à saisir aussi pour profiter de ces changements et de ces bouleversements-là? Qu'est-ce que ça représente en tout cas pour vous en termes d'opportunités? Alors, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs crises depuis la... Oui, je rappelle que Wave a juste 5 ans. On vient juste de fêter nos 5 ans à peine en février. Et nous avons dû traverser plusieurs crises. La crise de la Covid ou du Covid. Bon, on a féminisé le Covid. La crise de l'accueil aussi, parce que vous aviez secoué. Exactement. Mais ensuite, il y a les crises conjoncturelles qui se sont il y a imposées. les crises conjoncturelles. Bon, déjà, la concurrence forte devant des mastodontes qui sont là, c'est un vrai défi. Si ajoute la crise de la Covid, la guerre en Ukraine, l'inflation, la crise sur les marchés financiers, ce n'est pas facile. Donc, on ne peut pas vraiment dire que c'est une opportunité. Nous sommes d'abord une entreprise qui doit survivre, qui doit lever des fonds, qui doit payer ses salariés, qui doit continuer à exister. Par exemple, le temps de la Covid était très difficile. Donc, nous ne pouvons pas vraiment dire que c'est des opportunités, mais à travers le mobile money, on peut démontrer une certaine résilience à la crise. Parce qu'en fait, les méthodes classiques de gestion financière ont montré leur manque d'efficacité dans ces périodes de crise. Donc nous pouvons démontrer de la résilience parce qu'aujourd'hui, je rappelle que si on prend en Afrique, il y a 42% de taux d'inclusion financière, et il y a beaucoup d'innovations qu'on peut mener pour être résilient face à ces crises grâce au mobile money. Je peux citer le paiement de masse. En digitalisant ces paiements, ça aide à la résilience sur la crise. Je peux parler des transferts transfrontaliers qui permettent de booster l'économie de plusieurs pays qui sont dans la même zone, UEMOA. Aujourd'hui, à Wave, on peut en témoigner. Quand il y a une crise dans un pays proche du Sénégal, comment on peut continuer à soutenir l'activité? Donc vraiment, je dirais que le mobile money offre plus d'agilité pour être résilient face à la crise, face à un contexte macroéconomique qu'on ne maîtrise pas. Mais nous sommes quand même impactés par ces crises, très sincèrement. Comment vous êtes impacté par rapport à ces crises-là? Parce que vous êtes sur une plateforme numérique, on a l'impression que c'est pas du tangible là, mais ça reste quand même... Après, je pense que chaque industrie a ses crises. Il y a les crises macro, après il y a les crises industrielles. Nous, évidemment, la crise macro que tout le monde a vue était le Covid. On est passé les 2 premières semaines pendant le début de confinement à même pas 5% de notre chiffre d'affaires habituel en termes de transactions. Donc la peur, parce qu'un nouveau monde, on ne sait pas comment les choses ont fonctionné, à l'année qui a suivi, on a multiplié par 5 notre chiffre d'affaires et par 10 nos volumes. Parce qu'à ce moment-là, l'effet indirect, c'est que pour la première fois, les vendeurs en Afrique ne pouvaient pas vendre localement. Donc soudainement, ils ont commencé à se poser la question de vendre à l'export. Et là, on a eu un engouement que des fois, je regrette. Des fois, on se dit, bon, c'est pas mal quand même. Le retour de la crise. Et voilà. Non mais, confinez-nous un petit peu, juste un petit peu. Un petit peu, mais voilà. Donc chacun a ses... Nous, ça a été une aubaine parce que ça a forcé les gens à voir en dehors de leur pays. Et à se rendre compte qu'ils ont des clients sur WhatsApp, des clients sur Instagram qui, en fait, payent plus que leurs clients locaux et qui demandent peut-être un effort différent, mais qui sont potentiellement plus rentables. Donc chaque crise a ses sujets. Et nous, par exemple, on a eu la crise de notre industrie toute petite du changement des tarifs douaniers en Europe, qui maintenant, au départ, a été conçu pour empêcher, enfin en tout cas pour capitaliser plus sur les volumes entrant de Chine en Europe, et qui aujourd'hui nous rend, les Africains, dommages collatéraux, où on a maintenant une TVA de 20% sur tous les colis entrants en Europe. Heureusement, notre zone principale maintenant est devenue les États-Unis et les Antilles, qui font la majorité de notre volume, où il n'y a toujours pas de frais de douane et pas ces freins-là. Donc chaque industrie, je pense, a ses crises. L'opportunité après derrière, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour, quand on s'améliore pour faire face à la crise, qu'est-ce que ça nous permet de développer comme nouvelle offre, nouveau service qui restera après la crise. Est-ce que finalement vous anticipez ces crises pour mettre en place des stratégies pour se dire lorsque ça va venir, voilà comment on va réagir? Vous allez me dire c'est peut-être un petit peu impossible, mais ça change un petit peu votre business model puisque, par exemple, avec l'exemple que tu as donné, vous découvrez un nouveau marché. Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr. Ça force à s'adapter aussi. Mais on a même fait de nouveaux services. Par exemple, on a mis en place un service de gestion des douanes pour nos vendeurs
il n'était pas dans la roadmap, il n'était pas prévu. Mais une fois que tu apprends que dans un an, tout va être taxé et que tes vendeurs ne savent pas gérer ça. Et notre métier, c'est d'accompagner. Comme Koura l'a dit, je pense que les startups et Wave est un parfait exemple de ça. Notre métier, c'est d'être proche du client. Parce que ce qu'on crée est à tous les niveaux quelque chose de flexible et à ajuster. Donc, c'est le client qui vous dira et le marché qui jugera. Le client dit, le marché juge. Nous, on est entre les deux, entre le marteau et l'enclume. Notre travail, c'est de créer de la valeur. Et forcément, on ne peut pas anticiper les crises, mais quand elles arrivent, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui qui servira demain? On est dans un long terme forcé avec des solutions court terme innovatives. Alors, la croissance d'un groupe dépend aussi de sa capacité à lever des fonds. Ouais. Tu as très bien réussi ce challenge-là et puis même Wave travaille aussi dans cette dynamique-là. Alors, c'est complexe, c'est compliqué, c'est pas garanti, mais lorsque l'on obtient ces fonds, ces financements-là, il faut le déployer et les utiliser au bon endroit. Les ressources humaines, avons-nous des compétences assez formées pour répondre efficacement lorsque les fonds sont mobilisés? Parce que il faut s'adapter, il faut trouver la bonne réponse. Comment ça se passe du côté de... Chez nous, nous, on est un peu des tricheurs pour beaucoup de gens parce qu'on est en remote. Donc, on embauche n'importe où dans le monde, pas forcément en Afrique. Ça nous permet d'avoir des talents qui sont africains, des fois pas en Afrique, d'avoir des talents qui ne sont pas africains qui travaillent avec nous. Donc, on a cette notion de le talent, il y a une compétition globale. Hein. C'est pas qu'en Afrique que c'est dur. Hein. J'ai des collègues qui sont aux États-Unis, ils souffrent. En France, ils souffrent. En Chine, ils souffrent. Les talents, dans tous les cas, forcément, il y a un combat. Donc, je pense que chacun choisir son edge. Nous, notre edge, c'est effectivement le fait qu'on soit remote et le fait qu'il y ait un impact global aussi. Mais sur le bureau à Abidjan, vous avez une équipe à Abidjan? Oui, on est à Abidjan et à Abidjan, c'est intéressant. Et puis, je vais donner un exemple très concret. À Abidjan, on recrute plus facilement des gens parce qu'on est en remote. Des gens d'Abidjan, je dis à personne, c'est quoi prendre les transports à Abidjan? Nous, on a des employés qui étaient, donc par exemple, au service client, qui travaillaient pour des startups comme Amazon ou Back Market, mais dont la moitié du salaire partait tous les mois dans le transport, concrètement. Et on parle de mères de famille qui, fondamentalement, quand tu leur offres la possibilité de travailler de chez elles et qu'elles peuvent derrière, en plus, avoir un salaire comparable, voire mieux, c'est tout bénef. Et donc, on est en situation d'être plus attractif pour les talents. Donc, les talents sont là pour moi. Il faut reconnaître que maintenant, on n'est plus, il y a 5 ou 10 ans, même quand nous, on est arrivé à Abidjan, il n'y avait pas Wave qui a formé plein de gens. Il n'y avait pas Jumia qui a formé plein de gens. On ne débauche pas. Tout de suite, les grandes c'est là, je vais venir. On est en direct, on aime ça. Exactement, on aime ça. C'est de la mobilité. Voilà, on utilise des talents. Il y a des talents. La mobilité des talents. Voilà, c'est important. Donc du coup, non, mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, il y a vraiment... Il y en a pour tous. Si quelqu'un veut, par exemple, avoir un impact plus direct, nous, par exemple, on sait que quelqu'un qui veut voir son impact, qui veut connaître le tissu économique africain, ça va être, nous, c'est à distance beaucoup. Nos clients ne sont pas dans notre pays. Mon premier pays, c'est le Nigeria et ensuite le Kenya. Donc la Côte d'Ivoire, je n'ai pas énormément de clients comparé au reste. Donc chaque talent peut trouver la start-up ou la société qui correspond. À chacun de vraiment mettre en avant ses atouts. La rétention des talents, tu en parlais rapidement comme ça, ou la mobilité, c'est aussi, on les forme, il faut les garder effectivement avec l'ADN de l'entreprise. Alors, comment vous vivez ces défis-là? Parce que ça grandit très vite, on mobilise des fonds, mais il faut former très rapidement et les maintenir. Comment vous abordez cette problématique? Voilà, alors déjà, je dis que ce que Moula a décrit, c'est la réalité de la tech mondiale et africaine aussi maintenant. Oui, nous aussi à Wave, nous avons beaucoup de talents remote qui travaillent partout dans le monde. Nous allons chercher le talent là où il est, que ce soit en Australie, aux États-Unis, en Europe ou en Afrique. Nous avons aussi des ingénieurs en Afrique qui travaillent de chez eux pour Wave. Pas forcément, ils peuvent être à Abidjan, mais délivrer des solutions qui seront déployées au Sénégal, au Mali ou en Ouganda. Donc voilà, il n'y a plus de frontières. Le talent n'a pas de frontières. Alors, je rigolais parce que, en fait, il ne s'agit pas de rétention. Pour moi, il s'agit de partage. Il s'agit vraiment de partage. Moi, je suis très transparente. Je ne veux pas dire qu'à Wave, on n'a pas de stratégie de rétention, mais on vient à Wave parce qu'on a envie d'adhérer à une mission. Donc, les modèles classiques, on retient quelqu'un par des avantages. Ça marche pas. Ça ne marche pas chez nous. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on a une voiture qu'on va continuer à venir travailler à Wave. C'est parce qu'on croit à la mission. Sinon, on va travailler chez Ancar. On n'a pas de voiture chez nous non plus, ne commence pas. Elle fait des promos qui ne vont pas, ils vont pas tenir. Elle fait des promos aux gens, voilà, pas ça. Voilà, exactement. Donc, nous, à Wave, par exemple, on a une valeur, on a plusieurs valeurs. Et une de nos valeurs, c'est « We maximize our rate of learning ». Donc, nous recrutons des gens qui sont en processus d'apprentissage continu. Et nous, comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons une communication directe. Donc, oui, la rétention, c'est vraiment, nous avons envie de retenir des talents qui ont toujours soif d'apprendre parce qu'en fait, il faut toujours s'adapter au marché et continuer à innover
à se transformer. Quand on arrive, moi, j'ai énormément évolué entre le moment où je suis arrivée à Wave, où je viens dans l'environnement formel, à maintenant. Ce n'est plus la même Koura. Et donc, c'est ce qu'on demande à nos talents, de continuer à innover, à se transformer. Comme nous, en tout cas, nous, à Wave, nous considérons que nous transformons l'économie en digitalisant. Et donc, nous aussi, les talents en interne, ce qu'on exige de nous, c'est de pouvoir se transformer, de continuer à s'adapter. On se frotte à des talents du monde entier et ça nous permet de nous élever. Voilà. Et même si quelqu'un part chez Ankar, il va revenir dans un an encore plus fort. Encore plus fort. Et donc, c'est pour le bonheur de toute la tech. Rejoindre les consommateurs là où ils se trouvent. On est à Abidjan, on est en zone urbaine. Il y a les infrastructures pour pouvoir envoyer de l'argent par mobile money. Mais il y a d'autres zones plus reculées, les zones rurales, qui ne disposent pas de ces infrastructures. Comment vous travaillez justement à les rejoindre, qui veulent être à la fois faire leurs transactions, mais aussi proposer leurs produits? Comment vous abordez cette... en fait, pour nous, c'est toujours une idée de se dire, on essaie toujours de faire les choses pour qu'elles puissent marcher n'importe où. C'est-à-dire que tant que tu as de la data, qui est déjà en soi une barrière, hein, on s'entend, hein, c'est une réalité qu'il faut reconnaître. Si tu as de la data et que tu réussis à avoir une connectivité, c'est pour ça que, comme dit Koura, on est lié même aux opérateurs téléphoniques, à tout le monde, parce que plus les outils sont accessibles, moins il y a de barrières. Donc même quelqu'un qui est en zone rurale, nous, on a des vendeurs, par exemple, qui peuvent faire des produits, bon, pas beaucoup en Côte d'Ivoire, mais par exemple au Cameroun, du poivre de Pendjab, qui s'exporte bien. Et c'est intéressant quand tu vois quelqu'un qui a toujours eu à passer par 5 intermédiaires pour pouvoir vendre son produit, se rendre compte qu'il y a des gens qui peuvent directement toucher, qui sont prêts à acheter. Donc je pense que la chance qu'on a, c'est que quand on crée quelque chose de digital, il y a moins de barrières innées. Il y en a encore, toujours. Mais une fois que c'est fait, la seule barrière, c'est à quel point les gens sont prêts à tester les choses. Il faut juste tester. En fait, nous, notre travail, c'est de diminuer les barrières le plus possible et de donner le maximum de feedback aux gens. Quelqu'un qui vient sur notre plateforme, même s'il n'a pas tout de suite une vente, il sait combien de gens ont vu ses produits, il sait combien de gens ont mis au panier ses produits. On peut lui dire, ton produit, par rapport aux autres, attention, il est trop cher, pas assez cher, les photos sont bonnes, pas bonnes. Donc en fait, il y a une notion, comme dit Koura, en fait, on en doit éduquer aussi, on partage de l'information. C'est ce qui est beau dans le digital, c'est que nos sociétés, en tout cas, je sais qu'on partage ça avec Wave, nous on est vraiment dans une logique d'éducation, d'entraînement de l'écosystème. Donc même quelqu'un qui n'est pas dans les zones urbaines peut apprendre en vendant sur nos plateformes qu'est-ce qui est attendu dans les zones urbaines autres. Donc je pense que l'idée c'est, comme on dit en anglais, donc une vague qui s'élève, on amène tous les bateaux. Une sorte de wave, un mouvement. Voilà, ça amène tous les bateaux, exactement, ça amène tous les bateaux. Et c'est vraiment ça. Non mais il faut vraiment qu'on essaie de faire ça parce que je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas la différence entre une start-up, par exemple, et des grands groupes. Hein. Nous, notre sujet, c'est vraiment ça. Vu qu'on disrupte, il faut qu'on partage. On ne peut pas être dans le chacun fait son truc dans son coin. C'est impossible. On doit changer toute une économie et on a besoin d'emmener tout le monde avec nous. Comment justement Wave travaille à accompagner, ou est-ce que vous bousculez aussi quelque part les pouvoirs publics? Parce que ça prend des infrastructures pour que ces services puissent arriver. Comment vous travaillez avec eux? Exactement. En fait, je rebondis sur ce que Moulay dit en disant que, en tout cas, nous, à Wave, les startups, nous travaillons avec la conscience que nous avons une mission. Nous ne sommes pas là, en fait, pour évoluer dans un cadre déjà établi. Nous ne prenons pas le cadre établi comme des barrières. Nous essayons d'aller au-delà, en innovant, en tirant, en éduquant les gens, en tirant. Quand il a parlé de la data, quand nous, au Sénégal, on parie sur la data et pas sur les SSD, on parie sur le taux de pénétration du mobile, on parie sur la 4G, on sait que ça va avancer. La marche du monde, on la connaît. Donc, ça ne sert à rien de se laisser restreindre, bloquer par l'existant. On parie sur le futur. Donc, pour répondre à la question, comment Wave gère les pouvoirs publics? Alors, moi, je dis que notre succès est aussi basé sur la confiance aux régulateurs. Les premières choses qu'on a fait dès qu'on est arrivé, c'est vraiment, nous avons un dialogue direct avec aussi bien les régulateurs de telco, surtout quand on se retrouve à une situation où on peut être concurrent avec nos fournisseurs de services. Donc le dialogue direct avec les régulateurs. Moi, je dis à beaucoup de startups, au début, j'ai eu beaucoup de conseils pour dire ne fais pas confiance, n'y va pas, ça ne va pas bien se passer. Ça me permet aujourd'hui de les appeler quand j'ai besoin, de leur dire ce que je veux faire et d'avoir des conseils. Donc c'est un dialogue franc, très proche des régulateurs telco, mais aussi du régulateur financier, la BCEAO, qui a abouti à une licence d'émetteur de monnaie électronique au Sénégal. Beaucoup de startups font le choix de ne pas aller vers le régulateur et de ne pas aller prendre certaines licences qu'on pense qu'ils vont nous restreindre, alors que la base du succès, c'est la
totale conformité. Et après, on peut aller avancer. Je vais vous donner un exemple très basique. Quand on arrive, alors, la réussite du mobile money est basée sur la confiance de l'utilisateur. La confiance, c'est quoi? Est-ce que quand je me trompe, je peux récupérer mon argent? C'était un problème avant Wave. Est-ce que quand je me trompe, si je ne peux pas retirer mon argent quand je me trompe, je n'utilise pas? Et donc, nous avons abattu cette barrière en rendant beaucoup plus facile le remboursement en cas d'erreur. Ce n'était pas facile. Il y a beaucoup de downside qu'on a dû gérer. Bien sûr, dans toute chose qu'on fait, il y a un risque. Et beaucoup ont utilisé ce risque-là pour le retourner contre Wave en disant c'est pas sûr. Hier encore, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit ça, mais en fait, on voit la big picture. Quel est le problème qu'on règle? Et les problèmes qu'on crée en réglant ce gros problème, on va les régler aussi. Mais quel est le gros problème qu'on règle? Et après, on démontre par la preuve que ça marche. Et on va parler avec les régulateurs. Les régulateurs, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent, quand la Banque centrale est là, la Banque centrale veut l'inclusion financière. Elle le veut. Si on lui démontre qu'on peut le faire massivement, en toute sécurité, elle nous fait confiance. Et ça, je pense que nous l'avons démontré à Wave. Et en tout cas, moi, nous, à Wave, on est très, très proche des pouvoirs du régulateur. Et c'est ce qui nous a permis de résister à l'assaut des concurrents qu'on a pu déranger. Alors, c'est intéressant parce que, certes, c'est la grande messe du secteur privé qui est aussi avec la présence des pouvoirs publics, mais tu nous dis, là, il faut se parler, il faut se rencontrer, il faut se dire les choses, il faut se dire les vraies affaires pour qu'on puisse avancer parce qu'on est tous engagés dans ce même bateau-là. Votre participation, Moulay, du Africa CEO Forum, tu le disais tout à l'heure lorsqu'on a commencé l'entrevue, ça permet de mettre des visages sur les noms, de se faire voir aussi. Qu'est-ce que tu attends concrètement de cette édition, de ce rendez-vous? Aller rechercher une levée de fonds record. Tu es dans ça là en ce moment, tu dis, allez, il faut que je le terrasse. Non. Alors, la levée de fonds, vraiment, c'est pas une finalité. Souvent, les gens le voient comme étant une finalité, c'est un moyen. Souvent, c'est ça le danger. Et en fait, tu le fais que quand tu as des choses à accomplir. Comme a dit Koura, on est en mission. Ce qui, moi, est très utile, c'est que, par exemple, il y a des interlocuteurs que j'ai plus de mal à trouver. Et là, j'ai pu trouver un CEO de banque que je cherchais avec Torche dans Abidjan depuis quelques mois. Bon, ben, il était là. On était calés, on a pris un café, on a pu parler, régler des choses et ça va accélérer énormément de choses parce que... Il te connaissait aussi, finalement, on se cherche aussi, Parfois, effectivement. Bon, moi, j'avais la chance qu'en l'occurrence, il écoutait, on a un podcast Entrepreneur State of Africa qu'il avait écouté. Donc, le pire, c'est qu'il me connaissait. Mais il avait juste, dans les milliers de mails qu'il reçoit, je n'étais pas dans les top priorités. Quand là, il est là pour rencontrer, je peux monter dans ses priorités. Même si ce n'est pas lui qui va régler le problème, il va au moins me faire passer. Donc, je pense que au début, j'étais très anti-networking et event de ce type-là parce que je ne voyais pas l'intérêt. Quand j'étais en train de construire et de juste être avec mes équipes et mes associés à faire tout nous-mêmes, oui. Mais à un certain niveau, on ne peut pas faire seul. Enfin, à un moment, on ne peut plus juste dans la société dire on développe tout et on parle à personne. À un moment, il faut collaborer et c'est ce genre d'événement qui permet de collaborer à tous les niveaux. Excellent. Wave qui s'est imposé dans les consommations, pardon, les habitudes de consommation. Pourquoi il était important pour vous d'être là? Pourquoi pour toi, personnellement, c'était important d'être présent sur l'Africa CEO? Oui, alors déjà, je pense que je l'ai dit au début, le succès est aussi basé sur les partenariats. On ne peut pas faire tout seul. On doit être en partenariat avec les autres. Donc, l'Africa CEO Forum est aussi une opportunité de rencontrer, comme on l'a dit, tout le monde, y compris par exemple les grands bailleurs comme AFC avec qui nous avons pu déjà faire beaucoup. Mais au-delà de, comme par exemple la levée de fonds, au-delà des fonds qu'on attend de beaucoup de bailleurs, ce qu'on attend surtout c'est le support. Donc c'est une occasion aussi pour les rencontrer, pour faire un point. D'où est-ce qu'on en est? Quels sont les défis qu'on rencontre aujourd'hui? Comment ils peuvent continuer à nous appuyer au-delà de l'argent sur comment influer, en tout cas faire voir encore plus l'apport de ce qu'on a. Et c'est aussi une occasion comme ça, aujourd'hui, de m'asseoir avec Moulay. Moulay, je le connais, mais on est tellement focus sur nos business qu'on ne se parle pas, alors qu'on peut se parler. Mais là, aujourd'hui, par exemple, c'est une bonne opportunité de parler. Je pense que la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était l'année dernière. L'année dernière, Voilà. Donc, c'est une opportunité que vous nous offrez de discuter ensemble parce que dans la vie de tous les jours, on est focus sur le business. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'événements et souvent, c'est compliqué de choisir d'aller à un événement ou à un autre. Et donc, pourquoi l'Africa CEO Forum? Moi, je dois dire très honnêtement, pourquoi, par exemple, j'ai choisi l'Africa CEO Forum par rapport à d'autres événements? Quand nos gouvernements sont là,
quand notre président est là, nous sommes là. Voilà. Comme je vous l'ai dit, hein, moi, le client, oui, les autorités, les régulateurs aussi. Tout le monde doit être à ce même rendez-vous-là et vous y étiez. Koura a pu rencontrer Moulay, ça s'est fait ici sur la Web TV du Africa CEO Forum. On ne va pas attendre un an pour vous revoir, il y a des affaires à faire ensemble bien entendu. Et puis cette génération montante qui prend sa place efficacement, on va recevoir d'autres invités. Merci encore de nous suivre et puis suivez leurs différents projets. On est toujours sur la Web TV de l'Africa CEO Forum et le hashtag à utiliser c'est ACF2023 pour pouvoir partager vos questions, vos commentaires, liker, partager. Vivre depuis le numérique cette aventure, cette édition du Africa CEO Forum à Abidjan. Et on revient dans quelques instants, ne bougez pas.